Les satellites électroniques deviennent soudainement incontrôlables. Il y a des surtensions dans le monde entier. Certaines zones subissent même un blackout total. Les scientifiques disposent de peu de données sur cet incroyable comportement solaire. C'est pourquoi nous ne sommes toujours pas en mesure de prédire avec précision quand et comment se produira la prochaine tempête géomagnétique. Un événement de ce genre a eu lieu en juillet 2012, mais heureusement, il a manqué la Terre de peu. Mais à seulement 9 jours près. Pour te donner un aperçu de ce qui a failli se passer, il nous faut présenter quelques notions d'astronomie. Une tempête solaire est une série d'effets que nous ressentons ici sur Terre après que certains événements se sont produits sur le Soleil. Notre étoile n'est rien d'autre qu'une énorme boule de gaz en fusion qui se déplace constamment. Donc ces événements se produisent plus souvent que tu ne le penses. Pour qu'une tempête solaire se déclenche, notre Soleil doit émettre des rafales d'énergie. Elles se présentent sous la forme d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale. Ces deux phénomènes envoient des charges électriques et des vagues de champs magnétiques vers la Terre à une vitesse stupéfiante d'environ 5 millions de kilomètres par heure. Lorsque ces tempêtes solaires atteignent notre planète, on peut voir des aurores boréales dans des endroits proches du cercle polaire. Mais elles peuvent aussi perturber les satellites ou d'autres types de communications électroniques. Certaines de ces tempêtes solaires peuvent être dangereuses, et en 2012, nous avons failli en subir une très puissante qui aurait pu avoir de graves conséquences. C'était même la plus puissante depuis plus de 150 ans, d'après les recherches effectuées par les astronomes. Mais comment avons-nous réussi à y échapper? Avons-nous fait quelque chose de particulier, ou bien était-ce qu'une pure coïncidence? Ce que nous savons, c'est qu'une de ces éjections de masse coronale a effectivement touché l'orbite de la Terre fin juillet 2012. Notre planète avait déjà quitté cet endroit précis alors qu'elle était sur sa trajectoire prévue autour du Soleil. Mais que se serait-il passé si elle ne nous avait pas manqué? Il s'avère que ces tempêtes solaires intenses sont dangereuses pour toutes sortes d'objets technologiques. Étant donné que nous sommes aujourd'hui littéralement entourés de gadgets, de nos smartphones à nos véhicules, imagine ce qui se passerait s'ils cessaient tous de fonctionner d'un coup. Voici comment les tempêtes solaires fonctionnent. Elles commencent par une explosion ou une éruption solaire. Ensuite, des rayons X et UV se déplacent vers notre Terre à la vitesse de la lumière. Les effets secondaires comprennent des pannes de radio et des erreurs de navigation GPS. Les effets peuvent se produire pendant un temps déterminé, car quelques minutes ou parfois quelques heures plus tard, des particules énergétiques atteignent notre atmosphère. Elles se déplacent à peine plus lentement que la vitesse de la lumière, mais elles peuvent choquer électriquement les satellites de la Terre et endommager leurs composants. Enfin, environ 24 heures plus tard, des nuages de plasma magnétisé nous atteignent également. Ils peuvent provoquer d'énormes pannes de courant, paralysant plus ou moins tout ce qui possède une connexion électrique. Il se peut même que nous ne puissions pas tirer la chasse d'eau de nos toilettes, puisque la plupart des réserves d'eau des villes utilisent des pompes électriques. Les effets de ces tempêtes géomagnétiques seraient toutefois différentes en fonction des endroits du monde. Pourquoi? D'après des recherches récentes, la géologie a beaucoup à voir avec cela. Mais revenons un peu en arrière pour brosser un tableau plus vaste. Attache ta ceinture, car nous allons faire un voyage dans la machine à remonter le temps, à une époque où la Lune n'existait même pas encore. Il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et c'est peu dire. Des centaines de nouvelles planètes ont commencé à se former autour du jeune Soleil. Des planètes comme notre propre Terre, Vénus ou Mars se déplaçaient encore dans le cosmos. Dans les années 1970, un astronome nommé Donald R. Davis a développé une théorie selon laquelle la Lune serait née lorsqu'une autre planète a heurté la Terre nouvellement formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Il a également indiqué qu'elle aurait pu avoir la taille de Mars et il l'a nommée Theia. Il est difficile d'imaginer à quoi cet impact aurait pu ressembler, même avec l'équipement dont nous disposons de nos jours. Les astronomes ont suggéré l'hypothèse d'un impact géant pour tenter de reconstituer ce mystère. Après avoir heurté notre planète, les couches rocheuses extérieures de la Terre et de Theia ont été projetées dans un cercle de matière cosmique. De ces débris est né ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Le noyau de la Terre a apparemment consommé le noyau de fer de Theia, du moins s'il en avait un.
Notre planète s'est également retrouvée dans la position qu'elle occupe aujourd'hui. Elle est ainsi devenue plus sensible aux tempêtes géomagnétiques. À l'époque, il y avait peu ou pas d'informations sur ce qui a pu arriver à Theia, à part nous offrir notre seul satellite naturel. Il a fallu plusieurs années à une série de scientifiques pour trouver une nouvelle idée passionnante qui a révolutionné ce que nous savions de notre planète. Ce qui a été oublié de Theia se cache sous 2 couches de roches de la taille d'un continent, au plus profond de notre planète. Cette théorie est aussi l'une des seules explications de la raison pour laquelle la Lune est si sèche et n'a pas vraiment de noyau de fer. Mais pourquoi la géologie est-elle si importante lorsqu'il s'agit de tempêtes géomagnétiques ? Eh bien, parce que des données récentes ont révélé que le type de roche sous tes pieds peut affecter la façon dont ta région s'adapte après de puissantes tempêtes géomagnétiques. Certains types de roches, comme les roches sédimentaires par exemple, ont généralement plus d'espace rempli d'eau, ce qui les rend électriquement conductrices. D'autres types de roches sont plus denses et présentent une plus grande résistance à l'électricité. Si une telle tempête se produit, les personnes vivant dans les Highlands de la Nouvelle-Angleterre risquent davantage de subir des perturbations majeures. À l'inverse, ceux de la plaine côtière centre-atlantique ont moins de raisons de s'inquiéter, simplement en raison de ce qui se cache sous leurs pieds. Comment avons-nous su à quel point ces tempêtes sont effrayantes ? Eh bien, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Les tempêtes solaires attisent la curiosité de la communauté des astronomes depuis de nombreuses années maintenant. L'événement le plus emblématique de cette ampleur est l'événement de Carrington qui s'est produit en septembre 1859. Il nous a donné un aperçu de la puissance du Soleil. On l'a baptisé ainsi d'après un astronome anglais, Richard Carrington, qui a lui-même été témoin des éruptions solaires. La puissance de cette tempête solaire était quelque chose que les humains n'avaient jamais connu auparavant. La forte tempête géomagnétique a provoqué des aurores boréales à des latitudes aussi basses que le territoire d'Hawaï. Le matin du 1er septembre 1859, Richard Carrington s'est rendu dans son observatoire privé situé à l'extérieur de Londres. Il a ouvert le dôme de l'observatoire pour avoir une vue complète du ciel et a dirigé son télescope vers l'emplacement du Soleil. Il a vu un tas d'énormes taches sombres qui brillaient à la surface de notre étoile. Peu de temps après, Carrington a remarqué que 2 zones énigmatiques, intensément brillantes et pleines de lumière blanche, jaillissaient des taches solaires. Elles ont disparu 5 minutes plus tard, mais les effets se sont poursuivis sur toute la surface de la Terre. Plus tard dans la nuit, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à dysfonctionner. Des éclairs de lumière ont commencé à jaillir des machines télégraphiques, perturbant les opérateurs et mettant même le feu aux feuilles de papier. Des aurores colorées ont commencé à apparaître dans le ciel nocturne du monde entier, faisant gazouiller les oiseaux en pleine nuit. Certaines personnes ont même commencé à vaquer à leurs activités quotidiennes, pensant à tort que la journée avait déjà commencé. De nos jours, notre planète est quadrillée d'une méga-toile d'informations, si bien que l'impact d'une telle tempête solaire serait encore plus chaotique. Dans les années 1800, le système télégraphique n'en était qu'à ses débuts, mais cet Internet victorien était un moyen important d'envoyer des nouvelles et des messages privés. Même aux États-Unis, les opérateurs télégraphiques avaient déjà remarqué des interruptions locales à cause des orages et des aurores boréales. Mais l'événement de Carrington et ses effets étaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. De nombreuses lignes télégraphiques en Amérique du Nord sont devenues inutilisables. Un responsable de télégraphe, basé à Pittsburgh, s'est même souvenu que les courants circulant dans les fils étaient si forts que leur contact en platine risquait de fondre. Un autre exemple est celui d'un opérateur télégraphique situé à Washington DC, nommé Frederick W. Royce, qui a été blessé lorsque son front a touché un fil de terre. Les échantillons prélevés dans les endroits glacés de la Terre nous indiquent que l'événement de Carrington était 2 fois plus important que toute autre tempête solaire survenue au cours des 500 dernières années. Il est très difficile d'imaginer quel pourrait être l'impact d'une tempête de cette ampleur aujourd'hui. Mais d'après un rapport de 2008, rédigé par l'Académie nationale des sciences, elle pourrait coûter entre 1000 et 2000 milliards de dollars de dommages. Il y a cependant des choses que chacun de nous peut faire pour aider à réduire le montant des dommages, comme acheter un générateur ou installer une source d'énergie de secours.
Il peut s'agir d'un panneau solaire ou d'une éolienne. Plus efficace encore, nous pouvons équiper nos maisons de protecteurs de surtension qui se connectent à nos panneaux électriques et peuvent nous sauver de la foudre et d'autres surtensions. Et la solution la plus simple de toutes, il suffit de débrancher tous les appareils non utilisés. S'ils ne sont pas connectés à une source d'alimentation, ils ne peuvent être affectés par aucune surtension. Les jours sombres sont des phénomènes naturels mystérieux qui ne se sont produits que quelques fois dans l'histoire de l'humanité. Nous pouvons les considérer comme des éclipses ou de simples phénomènes météorologiques. Mais en réalité, ils sont très effrayants et nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle ils se produisent. Alors, que sont ces jours sombres en bout de compte ? Qu'ont-ils de si étrange ? Essayons de le découvrir. Le soleil s'est éteint. Qu'allons-nous faire ? C'est ce que les habitants de Yamal, en Sibérie, ont demandé aux météorologues le 18 septembre 1938. Le matin, au lieu d'aller au travail, ils se sont tous réunis à la station météorologique. Ils attendaient des réponses. Tout cela parce que ce jour-ci, ils ont observé quelque chose d'inexplicable. Une éclipse qu'ils ont plus tard surnommée le jour noir. Et ni les astronomes ni les météorologues ne peuvent expliquer ce qui s'est passé à ce moment. Voici comment l'un d'entre eux a décrit cet événement. À 8h30, nous avons remarqué une diminution de la lumière. Au même moment, la couleur des nuages a commencé à prendre une teinte jaune-brun, voire même rouge-brun. À 9h du matin, la luminosité avait radicalement changé. C'était comme regarder le monde à travers un filtre sombre. Les tons bruns des nuages se sont intensifiés. À 10h30, le ciel et la terre ne différaient pas l'un de l'autre en termes d'éclairage et de couleur. Tout semblait homogène, noir, absolument dépourvu de lumière. Plutôt effrayant, non ? Et ce n'est pas tout. La ville a aussi été plongée dans un silence radio complet. Les météorologues n'ont même pas pu contacter les autorités et les résidents locaux ne parvenaient pas à capter la moindre station. Tout le monde était dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Les météorologues ont décidé d'essayer de lancer plusieurs fusées éclairantes. Les fusées se sont envolées dans les airs vers les lourds nuages sombres qui planaient au-dessus de la ville et ont disparu. Les nuages étaient si denses que les fusées éclairantes étaient complètement invisibles. D'un autre côté, le temps était tout à fait clément. Tout était calme. Et ce silence obscur a duré environ 1 heure. Après cela, la journée noire s'est achevée de façon aussi inattendue qu'elle avait commencé. Encore plus déconcertant, ces étranges nuages n'ont littéralement laissé aucune trace. Pas de pluie, pas de poussière, rien. Après cet événement, les chercheurs ont découvert que le jour noir s'était étendu sur 200 à 250 km à la ronde. Ils ont également appris que la bande sombre se déplaçait d'ouest en est. Après avoir traversé la partie sud de la péninsule de Yamal, elle a poursuivi sa route pendant un moment, puis a complètement disparu. Yamal n'est pas le seul endroit où ce phénomène se soit produit. En effet, des éclipses similaires se produisent dans différentes parties de la Terre depuis de nombreuses années. Comme en Nouvelle-Angleterre par exemple. Le 19 mai 1780, les gens là-bas ont été témoins d'un événement que l'on surnommerait plus tard le jour noir de la Nouvelle-Angleterre. Mais il a duré plusieurs jours et non un seul. Quelques jours avant cet événement, le ciel est devenu jaune. Et le 19 mai, en pleine journée, il est soudainement devenu noir. Voici ce que l'un des témoins, Joseph Plumb Martin, a déclaré plus tard à la presse. Il faisait très sombre. Les gens ont dû allumer des bougies dans leur maison pour vaquer à leurs occupations habituelles. La nuit était aussi inhabituellement sombre que le jour. Une odeur de suie régnait dans l'air. Les rivières voisines étaient recouvertes d'une fine couche de cendres. Lorsque la nuit elle-même est arrivée, les gens ont remarqué à travers les nuages que la lune était devenue rouge foncé. Seulement quelques jours plus tard, les gens ont enfin pu distinguer des étoiles à travers le voile de nuages. Puis, tout est soudainement revenu à la normale. Personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé. 22 ans plus tard, le 2 juin 1802, une goélette du nom d'Eldorado a traversé l'océan Pacifique. Soudain, l'équipage s'est trouvé plongé dans une obscurité totale. Il n'y avait pas de tempête et l'océan était complètement calme. Mais le ciel entier était couvert de nuages noirs. Ces nuages se sont dissipés après une demi-heure et n'ont laissé aucune trace. Puis, de nouveau, 84 ans plus tard, l'une de ces vagues noires s'est produite dans le Wisconsin le 19 mars 1886. Il était 15 heures et cette fois, la vague a été très brève. Elle n'a duré que 5 à 10 minutes. Une nuit soudaine s'est abattue sur la ville.
Les chevaux effrayés hennissaient et les gens terrifiés couraient partout, essayant de trouver un endroit où se cacher. Lorsque tout s'est calmé, les journaux locaux ont rapporté que la vague était passée d'ouest en est. Il n'y a pas eu d'éclipse solaire, ni de vent ou d'ouragan. Rien qui ait pu causer ces ténèbres sur la ville. Et finalement, une fois de plus, cela s'est produit le 2 décembre 1904, près de Memphis. Ou plutôt, c'est ce que la rumeur prétend, puisqu'il n'y a presque aucune preuve scientifique de cet événement. L'aube était claire et froide sur Bluff City. Les gens vaquaient à leurs tâches habituelles du vendredi matin. Puis, vers 9h, sans aucun signe précurseur, le soleil a soudainement disparu du ciel. Il n'a fallu qu'une minute pour que cette journée ensoleillée se transforme en obscurité totale. Les gens ont interrompu leur travail et les enfants dans les écoles étaient complètement terrifiés. Un manutentionnaire s'est accroché de toutes ses forces à un poteau télégraphique trop effrayé pour le lâcher. Tout le monde a commencé à allumer des lampes à pétrole. Et, comme dans les cas précédents, le temps était parfaitement calme. Cela a duré environ une demi-heure, puis s'est soudainement terminé. Un peu plus tard, faisant suite à cette éclipse mystérieuse, une violente tempête a frappé la ville. Alors, que se passe-t-il? Tous ces cas étranges peuvent sûrement être expliqués scientifiquement, non? Eh bien, à vrai dire, les scientifiques n'ont pas de réponse définitive. Tous ces événements semblent très similaires, mais nous n'avons pas d'explication unique qui pourrait les couvrir tous. Jetons un coup d'œil à quelques théories. La première idée qui vient à l'esprit, c'est probablement une éclipse partielle ou totale. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Il n'y a eu aucune éclipse ces jours-ci. Et même si nous considérons cette théorie, avant toute éclipse, le ciel s'assombrit progressivement. Les éclipses elles-mêmes ne durent que quelques minutes. Certainement pas quelques heures et encore moins quelques jours. De plus, contrairement aux éclipses, ces événements semblaient extrêmement localisés, dans des villes spécifiques. Peut-être s'agit-il d'un autre événement astronomique ? Certains scientifiques ont cru que pendant l'événement de Yamal, une bande de poussière cosmique avait touché la Terre. Mais plus tard, ils ont déduit qu'aucun corps astronomique ne s'était approché de notre planète ce jour-là. D'autres idées ? Les feux de forêt pourraient en être la cause. Lorsqu'une grande surface de forêt brûle en même temps, une colonne d'air peut s'élever à des hauteurs impressionnantes, de 4000 à 6000 mètres. Ces flux d'air transportent les cendres et d'autres matériaux brûlés vers différents endroits. Et comme toutes ces choses se trouvent si haut dans le ciel, elles se figent tout simplement là et se transforment en quelque chose qui s'apparente à des nuages noirs. C'était probablement le cas pour la Nouvelle-Angleterre. À cette époque, une vague de feux de forêt s'était déclarée au Canada. Ils auraient facilement pu se propager au nord des États-Unis. Et puis, il suffit d'entendre cette description. Un ciel jauni, une odeur de suie, des cendres sur l'eau. Tout semble concorder. Mais cette théorie des incendies ne fonctionne que pour l'événement survenu en Nouvelle-Angleterre. Qu'en est-il des autres cas? Où trouverais-tu un feu de forêt au milieu de l'océan Pacifique, par exemple? Bon, passons à autre chose. Les scientifiques ont bien tenté d'expliquer l'histoire de Memphis en avançant qu'il pourrait s'agir d'un ouragan. Mais le nuage noir a balayé la ville avant la tempête. Pas pendant ni après. Et ce n'était pas un nuage d'orage typique. C'était une nuit noire à part entière. Alors, que s'est-il vraiment passé? Les météorologues appellent ce phénomène une diminution locale de la transparence atmosphérique. Contrairement aux éclipses solaires, cette obscurité est plus dense. Elle ne couvre également qu'une petite zone. La transparence de l'atmosphère et sa capacité à laisser passer le rayonnement de la lumière. En gros, cela résume à quel point puis-je voir les objets éloignés? Tout peut devenir sombre et flou, par exemple à cause de la poussière dans l'air, des éruptions volcaniques, du brouillard, etc. Ainsi, selon cette théorie, les jours sombres ne sont qu'une baisse extrême de la transparence de l'atmosphère. Mais cela semble tout de même étrange. Si tel était le cas, tout n'aurait-il pas dû être recouvert d'un épais brouillard ou quelque chose du genre? Certes, il faisait très sombre. Mais quand les gens ont allumé leurs lampes, la visibilité était plutôt bonne. Rien n'obscurcissait la vue, sauf ces nuages noirs qui couvraient le ciel. En d'autres termes, ce phénomène est très difficile à expliquer. Pour autant que nous le sachions, il ne s'est produit que 5 ou 6 fois dans l'histoire de l'humanité. S'il y a eu d'autres cas, ils n'ont pas été documentés. Ce phénomène est impossible à prévoir, et personne ne sait comment il fonctionne, ni où et comment il se produira la prochaine fois. Et bien qu'il existe de nombreuses hypothèses, aucune d'entre elles ne peut être vérifiée. Peut-être que si ces événements se reproduisent à l'avenir, nous pourrons mieux les étudier. Mais malheureusement, pour l'instant, les jours sombres demeurent un mystère. As-tu des théories ou des idées à ce sujet? Si oui, n'hésite pas à les partager dans les commentaires.
Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses, qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle, ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours, ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie.
Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile.